Jean Moulin, il n'est pas né à Rabat. D'accord? Charles de Gaulle, pareil. C'était un Français. Donc, c'est pas les musulmans qui ont sauvé la France, c'est les Français qui ont sauvé la France. La guerre est un drame. Elle est un drame pour ceux qui la font et elle est un drame pour ceux qui la subissent. Maintenant, qui est responsable de cette situation? Qui est responsable des roquettes qui tombent aujourd'hui sur la ville de Gaza? C'est le Hamas. C'est le Hamas qui précisément utilise... Est-ce que c'est vrai que le Tsahal a voulu livrer 300 litres de carburant et qu'ils ne sont pas arrivés je n'ai aucune information à ce sujet. Et je pense qu'il faut être... L'information, c'est aussi un enjeu en temps de guerre. Il faut être très prudent sur les... Mais qui utilise aujourd'hui les bâtiments civils, les écoles, les mosquées, les hôpitaux comme des boucliers humains? Qui met ces quartiers généraux sous les mosquées, les écoles, les hôpitaux? C'est le Hamas. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des civils qui sont pris, dans une guerre, voilà, et qui vivent des moments très compliqués aussi. Évidemment. Voilà, Mais attendez, bien sûr. Et c'est pour ça que je crois que le rôle de la France, c'est d'avoir une position qui soit une position raisonnable, une position constante. C'est de faire tout le contraire de ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire de changer d'avis toutes les 24 heures. Moi, j'ai voté au Parlement européen en faveur de pauses humanitaires. Je pense qu'il faut des pauses humanitaires pour permettre justement aux civils d'être le plus à l'abri possible. Et j'ai dit depuis le départ que la réponse d'Israël, qui est légitime sur le fond, elle doit être le plus ciblée possible pour protéger les populations innocentes. Mais je n'oublie pas de rappeler que ceux qui sont responsables de ces attaques, c'est le Hamas. On n'est pas là entre deux armées. On a une armée d'un État démocratique et en face une organisation terroriste qui envoie non pas des soldats combattre, mais des soldats prêts à mourir et faire le djihad en Israël. Jean-Luc Mélenchon ne qualifie pas le Hamas de groupe terroriste, vous lui répondez quoi? Non mais Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise pourrait s'appeler la France islamiste. C'est-à-dire que M. Mélenchon, il épouse toutes les thèses des fondamentalistes islamistes. Quand on a une députée, Mme Obono, qui est membre de la France insoumise, qui s'exprime en disant que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais un mouvement de résistance, on a tout dit. Le rêve de Jean-Luc Mélenchon, et c'est très irrespectueux pour eux d'ailleurs, ils pensent qu'en étant le plus tolérant à l'égard du terrorisme, le plus tolérant à l'égard de l'idéologie islamiste, ils pourraient avoir le vote des Français de confession musulmane dans les banlieues. Donc le plus cynique dans cette affaire, c'est lui et c'est son mouvement qui, je crois, a perdu toute forme d'honneur et qui est très irresponsable sur la forme. Vous vous souvenez que pendant les émeutes au mois de juillet, M. Mélenchon avait refusé d'appeler au calme. Il avait attendu 3 jours pour demander simplement de ne pas attaquer les bibliothèques ou les centres documentaires. Et moi, ce qui m'a frappé dans la manifestation d'hier, c'est que quand en fait, c'est pas les amis de M. Mélenchon qui organisent des manifestations, ça se passe bien. Il n'y a pas de slogan anti-flic, il n'y a pas de casse, il n'y a pas d'abribus dégradés, il n'y a pas de policiers qui sont pris à partie. Les cafés peuvent continuer d'être ouverts. Et c'est ça, au fond, la différence entre des gens qui sont responsables, qui sont dignes, qui sont sains, et des gens qui sont des incendiaires et qui représentent pour moi un danger pour la République française. On va voir David Guiraud. Il était en Tunisie ce vendredi. Il a fait énormément parler de lui. Ça fait une grosse polémique. C'était une conférence intitulée « Peut-on encore défendre les Palestiniens en France ?» Regardez et vous me dites ce que vous en pensez. Regardez. Le bébé dans le four. Rendez-vous compte quand même que les médias diffusent ces informations, il n'y a aucun mea culpa. Moi, je suis sûr qu'il y en aura un dans 1 ou 2 ans, quand ça sera un petit peu passé, que ça coûtera pas cher, en fait, symboliquement, politiquement, économiquement, de dire on a fauté. Ah, vraiment, c'était pas top. Mais en attendant, ils retransmettent ces éléments-là. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. C'est chaud. Alors, Monsieur Guiraud est le porte-parole du Hamas. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est la propagande des terroristes islamistes du Hamas, qui ont massacré des civils. Et j'espère que Monsieur Guiraud sera cette semaine à l'Assemblée nationale, quand Mme Braun-Pivet va diffuser les 43 minutes d'images qui ont été récupérées par l'armée israélienne et qui vont être diffusées des images des massacres. Moi, je vais vous dire, on me les a envoyées, les images des massacres. Je les ai regardées. Parce que je pense qu'il faut voir ce qui se passe. Oui. Il faut voir ce dont sont capables les envoyer également. Des gens aujourd'hui. Ce n'est pas un choc de civilisation entre les musulmans, les juifs, les chrétiens. C'est un choc des mondes entre la civilisation et la barbarie. Parce que ce que font ces gens, c'est de la barbarie. Et M. Guiraud, vous voyez, il joue l'incendiaire depuis son salon. C'est-à-dire qu'il est dans son salon, il est dans des salons feutrés là partout, je ne sais pas où il est en vacances en Tunisie, et il joue
en fait, à alimenter le conflit. Mais c'est pas M. Guiraud qui va aller en première ligne pour aller défendre. Et moi, j'invite à faire ça. S'il veut défendre la population à Gaza, s'il veut défendre les terroristes du Hamas, eh bien qu'il aille sur place et qu'il soit courageux au point d'aller au bout. Et là, je pense qu'il y aura un peu moins de monde à l'aéroport. Alors, oui, Gilles. Non, David Guiraud, c'est inacceptable. En plus, il se trompe. Il impute à Israël les massacres des camps de Sabra et Shatila. C'était des phalanges chrétiennes. Il le fait sciemment. Voilà, il se trompe. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Là, vous venez de dire qu'il aille là-bas pour voir les populations palestiniennes et le Hamas. En fait, vous mêlez toujours les deux. Quand le président de la République appelle à un cessez-le-feu, c'est pour protéger les populations palestiniennes et arrêter le massacre des populations palestiniennes de Gaza. Ça, vous n'en voulez pas ? En tant qu'homme d'État, vous ne voulez pas de ça? Non, mais en tant qu'homme d'État, je connais le droit de la guerre. Et le cessez-le-feu en droit de la guerre, c'est l'interruption des combats entre deux armées. Ce qu'il faut, c'est des pauses humanitaires pour permettre à la population de Gaza d'être ravitaillée. Mais je peux vous dire que votre cessez-le-feu, il fait qu'un seul ravi, c'est le Hamas. Parce que le Hamas, il attend qu'une chose, c'est que les frappes israéliennes et l'intervention de Tsahal cessent pour pouvoir se ravitailler, pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans Gaza, pour pouvoir faire rentrer des munitions, des armes encore plus puissantes pour mener l'offensive contre Israël. Moi, je n'ai aucune forme de tolérance à l'égard du Hamas. Donc on peut se disputer sur les mots. Non, on se dispute pas. Ce que je reproche à Emmanuel Macron, si vous voulez. Est-ce que vous condamnez le massacre des populations civiles de Gaza, oui ou non? Je l'ai dit depuis le départ. Ah, dites-le. La réponse israélienne doit être le plus ciblée possible. Maintenant, ce que je condamne, moi, à la rigueur, ça n'a aucun impact. Moi, ce que je souhaite faire comme responsable politique français, c'est protéger mes compatriotes et protéger mes concitoyens de l'importation sur le sol français de ce conflit. Et de dire à mes concitoyens que l'idéologie du Hamas, elle est déjà sur le territoire de la République française. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, demandez à nos compatriotes de confession juive de quoi ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur, non pas là-bas, mais ici concrètement, dans leur immeuble, dans leur cage d'escalier. Et chez eux. Maintenant, vous savez, il faut beaucoup de modestie sur cette situation. Ce n'est pas nous, sur le plateau, qu'allons résoudre un conflit qui dure depuis 70 ans, sur lequel toutes les grandes puissances se sont cassées les dents, et toutes les initiatives de paix qui ont été menées, y compris par les grandes puissances, et notamment les accords d'Oslo au début des années 90, ont échoué. Et Raymond Aron, qui disait « l'histoire est tragique », disait aussi qu'il y a parfois, le père des relations internationales, disait parfois qu'il y a certains conflits dans le monde qui sont inexpiables, et je pense que celui-ci, en tout cas, doit nous appeler à beaucoup de modestie. Jordan Bardella. Donc, la LFI n'était pas là, Jean-Luc Mélenchon n'était pas à la marche, ils avaient organisé une autre marche contre l'antisémitisme et l'organisation d'un rassemblement. Juste, Cyril, dit oui. Monsieur me dit quelque chose derrière, les otages. C'est-à-dire que plus personne ne parle des otages. On sait qu'il y a des négociations aujourd'hui qui sont en cours, et on a oublié d'ailleurs hier en disant que la marche, n'était pas une marche pour dénoncer l'antisémitisme, c'était aussi une marche pour penser aux otages qui sont encore aujourd'hui français, européens ou de toute nationalité détenus dans la bande de Gaza, et évidemment aux 40 de nos concitoyens, aux 40 Français qui ont perdu la vie dans les pogroms du 7 octobre dernier. Alors, donc il y a une autre marche, enfin, ils ont créé la polémique au Veldiv. La France Insoumise, on le rappelle, avait décidé de boycotter la marche contre l'antisémitisme qui réunissait tous les partis. Leur excuse, ils ne voulaient pas défiler à côté de vous. Bon, j'aurais été très mal à l'aise, moi, de manifester. Je l'aurais fait. Hein. Voilà, nous, quand la République nous convoque, on répond à son appel. Mais j'aurais été très mal à l'aise de manifester à côté de M. Guiraud ou à côté de M. Mélenchon, qui justifie, en fait, le pire et qui justifie la barbarie. Alors justement, de nombreux militants dont des familles déportées ont dénoncé une récupération indécente et c'est vrai que l'accueil pour la France Insoumise n'a pas été fou. Regardez. Alors, Gilles Verdez, juste petite question. Vous comprenez la décision de Jean-Luc Mélenchon de ne pas aller à la marche? Ah oui. Ah oui, vous la comprenez? Tout à fait, mais je m'exprime en mon nom propre. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je ne vais pas aux marches, mais je n'aurais pas... Non, mais Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce que moi, je n'aurais pas marché aux côtés de M. Bardella. Il faut que vous sortiez du plateau, alors, parce que... Ah oui, c'est vrai. Non, alors, attendez, je précise quand même. Non, mais il a c'est-à-dire que marcher contre l'antisémitisme, non, mais faire le théâtre sur le plateau de télé, là, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est une vraie question, Gilles. Je vais répondre. Oui. Je vais vous le dire honnêtement.
Quand on a débattu ici, même une fois, j'avais une question à vous poser sur une affaire judiciaire en dehors du plateau. Vous avez toujours été extrêmement courtois. Vous débattez, je n'ai aucun problème. Mais je ne marcherai pas avec vous jamais. Jamais je ne marcherai avec vous. Verdez. Sauf si... Je vais pas en mourir. Mais je sais que vous n'allez pas en mourir. Et vous non plus. Si tu as un gros trajet qui veut te déposer en voiture, tu fais quoi? J'ai une question à vous poser. Si on marchait contre l'antisémitisme, qui est un fléau, un délit absolu, et contre l'islamophobie, qui est un fléau absolu, est-ce que vous marcheriez avec moi? Combien de morts de l'islamophobie en France depuis 10 ans? Ne dites pas combien de morts. Non, mais vous n'êtes pas prof et je ne suis pas votre élève. Bon, premièrement. Monsieur Bardella. Deuxièmement, non mais moi je vous pose une question. Non, mais Monsieur Verdez, tu veux pas marcher Monsieur Verdez, il y a eu combien, Monsieur Verdez, il y a eu combien de morts de l'islamophobie depuis 15 ans dans notre pays? Donc vous répondez non. Non mais je vous pose une question. Ah oui, mais moi je vous en ai posé une, vous me répondez pas, Monsieur Bardella. Non mais parce que j'ai pas forcément envie de répondre à vous poser. Mais j'aimerais comprendre votre question. Combien de morts sous les balles et les lames du fondamentalisme islamiste depuis plus de 10 ans, depuis 2012, combien de morts de l'islamophobie dans notre société? L'islamophobie, ça sert à mettre des cibles et des fatwas sur la tête de ceux qui dénoncent aujourd'hui les territoires conquis par l'islamisme, sur la tête de journalistes la haine des musulmans, qui ont le courage. On est d'accord. Non, ça permet de mettre des cibles sur la tête de ceux qui dénoncent aujourd'hui, de ceux qui, comme Charlie Hebdo, se sont permis de faire vivre cet esprit critique et cet esprit de liberté. L'islamophobie, les procès en islamophobie, ça sert à mettre des cibles sur les gens qui refusent de voir l'islamisme conquérir l'espace public et conquérir la société française. Donc, mais je ne vous accuse de rien, Monsieur Verdez. Je vous pose une question, vous ne me répondez pas. Combien de morts de l'islamophobie en France? Donc vous ne pouvez pas mettre sur le même plan tous les deux à la question l'islamophobie et l'antisémitisme qui a tué des dizaines et des dizaines de nos compatriotes, à commencer par des enfants de l'école aux Aratora en 2012, où Mohamed Merah, avec un scooter, est rentré et a tiré sur des enfants. Il a attrapé des enfants par la tête, il leur a tiré une balle dans la tête. C'est ça la réalité de l'antisémitisme aujourd'hui en France. Une marche nationale contre l'islamophobie et l'antisémitisme. Mais répondez-moi et je vous répondrai. Si vous me dites demain on marche contre l'antisémitisme et contre le mauvais temps, ça n'a pas de sens. Combien de morts? Répondez-moi. Combien il y a eu de morts de l'islamophobie? Ça tue la civilisation française, cette islamophobie que vous professez. Parce qu'il y a 6 millions de musulmans. Tu peux dire non, contre l'antisémitisme et les clichés contre les musulmans, peut-être, aussi. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Vous voulez que je marche contre les clichés? Ouais, si on fait ça, je marche avec vous et il m'en coûte. Vous m'apparaissez un peu perché. Pas là, la marche. Regardez. Ok. C'est surtout Géraldine. Ça vous voulez pas. Attendez, mais c'est très intéressant. Juste pour comprendre la vie. Vous voulez pas marcher avec moi contre l'antisémitisme parce qu'il faudrait ajouter contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Pourquoi avec moi? Je suis responsable de la montée d'une éventuelle islamophobie dans la société française. Non, je dénonce votre hypocrisie, c'est tout. C'est ce mais que quelle hypocrisie? Il y a que vous qui la voyez là. Je sais pas si d'autres. Géraldine, tu voulais dire un truc parce que non, mais c'est vrai que comme Gilles dit qu'il ne manifeste jamais, vous manifestez après Charlie, hein. Oui. J'ai manifesté pour ça. Non, mais tu lui dis un truc sur la marche. Ils en sont morts des fatwas sur l'islamophobie, Charlie Hebdo. Pourquoi Gilles, effectivement, ne veut pas y aller hier alors que c'était justement pour la République, pour nos valeurs communes. Et je ne comprends pas pourquoi tu y serais allé dans le cas où il y avait une autre cause. En fait. Non, je suggérais à M. Bardella éventuellement cette marche générale. Ton seul argumentaire concernant cette marche, c'est de dire précisément que tu ne peux pas marcher contre l'antisémitisme et que tu ne peux le faire que si on marche contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Si, c'est la réalité, c'est ta réponse. Et ça veut tout dire de la société d'aujourd'hui. Ça veut tout dire de qui était. Eh ben oui, mais ça veut tout dire de qui était à cette marche hier. C'était une partie de la France, c'était pas toute la France. Il y a une vraie fracture. Moi, franchement, je pense que notre pays meurt aujourd'hui de gens qui ont toujours une bonne excuse pour pas. Donc de gens comme moi, alors. Merci. Ouais, un peu. Merci. Un peu. Je vous le dis ça de manière totalement courtoise. Mais si vous voulez, vu ce qu'on a vécu là, depuis 2012, vu ce qui s'est passé en Israël, vu ce que subissent aujourd'hui les Français de confession juive, d'aller dire je vais pas marcher en fait contre l'antisémitisme parce qu'il n'y a pas antisémitisme mais islamophobie. Non, parce que vous êtes là. Ça m'apparaît un peu léger. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est moi qui compare le Hamas à un mouvement de résistance. Je trouve qu'accorder. C'est moi qui fait que les Français de confession juive aujourd'hui sont contraints de retirer les noms des boîtes aux lettres. Gilles, en 2019, Mélenchon, il a fait un tweet où il dit à la fin, quand je participe à une marche, je regarde les idées, pas ceux qui sont dedans. Qu'est-ce qui a changé depuis 2019? Mais je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Je trouve ça dommage que vous souhaitiez diviser les Français. Non, c'est vous. Et je trouve que par un populisme un peu simple, vous voulez diviser les Français entre eux. Et je pense que la division n'est pas bonne dans le temps des tempêtes que vit la France aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Lyon, vous avez vu ou pas? On va revoir ce qui s'est passé à Lyon, regardez. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, Jordan Bardella.
attaquer. Alors, donc c'était une réunion pour la Palestine qui a été perturbée par un mouvement d'ultra-droite. Vous condamnez ça ou pas ? Oui, je condamne d'ailleurs tous les mouvements qui utilisent la violence, qu'ils soient d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Et je pense que la démocratie, c'est précisément le pouvoir la violence des mots. C'est-à-dire que là, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit, je ne vais pas vous dire s'invectiver, mais on a le droit d'être dur dans les termes. Parce que c'est ça la démocratie. Et en fait, en étant très dur dans des échanges qu'on peut avoir ensemble, ça évite de recourir à la violence. Et c'est ça la démocratie. Et je pense que ceux qui ne la comprennent pas, qu'ils soient d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, doivent évidemment tomber sous le coup de la loi et en l'occurrence être dissous. Jean-Marie Le Pen, il a été antisémite ou pas ? Il s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme, dans des provocations antisémites, qui ont amené en 2015, il y a près d'une décennie maintenant, à ce que Marine Le Pen, présidente du Front National, engage une rupture politique avec son propre père. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait passé une semaine à parler de Jean-Marie Le Pen, 95 ans qui en plus ne peut pas se défendre. C'est le jeu. C'est le jeu. Non, je veux bien que ce soit le jeu, mais je pense qu'on a assez perdu de temps comme ça. Et voyez, vous avez répondu, donc vous le dites, vous avez répondu clairement ce soir. Oui, il a été condamné par la justice. En fait, pour aller allons au bout. On a utilisé sur 1 heure d'interview, j'ai eu une maladresse en répondant à un journaliste, et de cette maladresse, j'en ai fait, j'en ferai. Quand vous êtes en politique, en première ligne, vous êtes forcément amené parfois à avoir des mots qui sont mal interprétés, maladroits. Un point de détail de l'histoire, c'est une maladresse ? Non. Du rafour crématoire, c'est une maladresse ? Ce que vous dites est de la malhonnêteté. Parce que je n'ai jamais dit cela. Vous me dites, on a extrait d'une interview. Oui, mais vous l'avez écouté l'interview ? Où je dis que les propos sur le point de détail. Oui, bien sûr, je parle de mon interview. Voilà, moi c'est. Mais encore une fois, si vous voulez, moi je suis né en 95, j'ai rejoint le Front National en 2012, et Jean-Marie Le Pen, je l'ai croisé trois fois dans ma vie. Donc. J'ai vu ce que vous avez dit, effectivement, c'est à vomir. Et si tu me permets, Cyril, s'il te plaît, j'aimerais faire une lettre d'excuse justement à Madame Lévy, moi en tant que Français de confession musulmane. Et si tu me laisses une minute, j'irai au plus rapide. Madame Lévy, nous musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours, seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Nous sommes allés au front avec des prières qui visiblement ne dérangeaient personne à cette époque-là. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. Nous, musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse parce que l'imam de la mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, qui a sauvé des juifs de la xénophobie du gouvernement, il abritait et les déclarait à l'autorité comme musulmans pour les protéger. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, écoutez, je vais vous regarder, mais il a risqué sa vie pour celle d'autrui, pour des autres qui pensaient différemment de lui. Et il a été à la Gestapo. Ça, c'est un nom qui doit vous parler sûrement. Torturé puis déporté à Dachau. Vous connaissez ça aussi, je suppose. En juillet 1944, nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse, car nous sommes allés jusqu'à les accueillir et les protéger dans notre pays d'origine. Ouais. Et nous sommes opposés à leur déportation. Nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse d'avoir reconstruit la France des 30 Glorieuses lorsque le pays a été ravagé par la misère et la famine. Et pour finir, Madame Lévy, vous qui êtes essayiste, il y a quelqu'un qui s'appelle Albert Camus, que j'aime beaucoup. Vous savez qu'il est né en Algérie. Et il a pratiquement l'un des mêmes métiers que vous, parce que vous êtes essayiste aussi. Et il dit que la bêtise insiste toujours, alors il faut laisser parler. Voilà. Bon, je vais peut-être répondre. C'est extraordinaire, donc je vous parle de faits tout à fait concrets. Je vous parle des territoires perdus de la République. Je vous dis que des enfants juifs ont quitté l'école publique et vous m'expliquez que ce sont les musulmans qui ont sauvé la France. Alors je le répète, je pense que ça ne concerne pas tous les musulmans. Par ailleurs, il y a malgré tout dans l'histoire des juifs dans le monde arabe un certain nombre de pogroms qui ont précédé, donc ça n'est même pas la question israélienne, ils ont précédé la naissance d'Israël. À partir du moment où les Juifs n'ont plus été dhimmis, alors là, c'est devenu une haine anti-juive qui est reprise aujourd'hui dans l'ensemble du monde arabe. Et que me dites-vous qu'il y a des gens, heureusement, je le sais, il y a d'excellents Français parmi les musulmans, je vous dis juste qu'aujourd'hui, si vous êtes sincère, je vous crois sincère, alors moi je vous le dis sincèrement, vous devriez vous inquiéter avec moi au lieu de m'insulter, vous devriez dire ce qui se passe dans nos banlieues aujourd'hui pour les Juifs est inacceptable.
acceptable? Est-ce qu'il est acceptable pour vous que la synagogue de Trappes est brûlée? Est-ce qu'il est acceptable que des juifs quittent l'école publique parce qu'ils sont juifs et que juifs ou un certain nombre de jeunes Français musulmans, c'est une insulte? Est-ce que vous pouvez, au lieu de me parler d'amour, pour l'humanité, est-ce qu'il est possible, mais ne parlez pas de religion, il est possible, au lieu de me parler d'amour, de répondre à cela? Vous avez pensé quoi de la lettre de Moundir hier? Elle m'a beaucoup choquée. Déjà, j'ai trouvé le ton assez désastreux. C'est-à-dire que quand on demande à une dame qui s'appelle Lévy et qui vient en plus de visionner 45 minutes d'images atroces sur les actes terroristes du Hamas du 7 octobre, si Dachau et la Gestapo, ça lui dit quelque chose, bah, moi vous dire que c'est légèrement sordide. Mais au-delà de ça, et du ton général, bah, tout était faux, quoi. Tout était faux, pratiquement, ou en tout cas que la quasi-totalité était faux. Alors, les musulmans ont sauvé la France. Mais je suis désolée, mais faut dégonfler son melon, quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Les musulmans morts, ça représente 100 000 morts sur les 2 guerres mondiales. Sur les 2 guerres mondiales. Donc ces gens sont venus, ils sont morts pour la France et on les remercie. Mais rien qu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu 1 300 000 morts. Donc les musulmans n'ont pas sauvé la France, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, les musulmans ont sauvé la France pendant que les Français étaient chez eux tapis à collaborer. Mais vous vous prenez pour qui? Mais vous crachez mais sur les Français, sur toute leur mémoire. La collaboration, les historiens l'estiment entre 2 à 5% en France. Jean Moulin, il n'est pas né à Rabat, d'accord? Charles de Gaulle, pareil. C'était un Français. Donc, ce n'est pas les musulmans qui ont sauvé la France, c'est les Français qui ont sauvé la France et les Alliés. Je poursuis. Quand vous dites que les Français ont réparé... Pareil, les musulmans ont réparé la France pendant les 30 Glorieuses. Mais pendant les 30 Glorieuses, au pic, les étrangers dans le BTP, ils représentaient 30%. Et parmi ces 30%, la majorité était des Italiens et des Portugais et des Espagnols. Et les Maghrébins, donc les musulmans, ne représentaient en tout que 6% des gens dans le BTP à l'époque des 30 Glorieuses. Donc c'est pareil, qui est-ce qui vous a appris que les musulmans ont reconstruit la France alors que c'est faux? Et la dernière chose, et après j'arrête, quand on parle d'histoire, c'est bien, vous pouvez avoir la prétention de parler d'histoire, et vous avez, par exemple, vous avez cité l'imam de la mosquée de Paris qui effectivement aurait sauvé des juifs, aurait abrité des juifs. Mais il faut parler de tout à ce niveau-là. À ce compte-là, il faut parler de tout. Parce que, alors déjà, on ne vous a jamais demandé de vous excuser. Ça, c'est la première chose. Personne ne vous a jamais demandé de vous excuser. Et puis, vous avez été très sélectif. Parce que vous n'avez jamais parlé, par exemple, des 200 000 musulmans en uniforme allemand qu'on a recensés en 1943. Vous n'avez jamais parlé des divisions de SS entières composées de musulmans dans les Balkans. Vous n'avez pas parlé du moufti de Jérusalem qui avait des relations très étroites avec Hitler et qui a empêché des milliers de juifs des pays de l'Est de s'exiler, enfin de fuir en Palestine pour éviter les camps. Et vous n'avez pas dit que dans tous les pays arabo-musulmans en ce moment, Mein Kampf est un best-seller qui se vend extrêmement bien plus, c'est même pas comparable que dans les pays occidentaux. Et vous l'avez balayé d'un revers de main, jamais écouté Elisabeth Lévy quand elle vous a dit que depuis 30 ans, voire plus, tous les morts juifs tués parce qu'ils sont juifs l'ont été par la main de musulmans. Mais je sais que c'est dur à entendre, mais c'est une simple vérité. Koulibaly, Mera, tous nos attentats, Myriam Knoll, Sarah Halimi, on pourrait en citer plein. Et vous ne pouvez pas m'en citer un qui n'a pas à voir avec l'islam. Mais donc, voilà, et encore une fois, Elisabeth Lévy, que vous avez agressée sans raison, n'avait jamais dit que tous les musulmans étaient antisémites. Elle a dit qu'il y avait un problème de surreprésentation en ce moment dans l'islam avec l'antisémitisme. Et c'est tout. Voilà. Moundir, qu'est-ce que c'est bon? Non, je trouve ça toujours très intéressant d'être jugé par l'extrême droite. D'accord, merci. Si vous avez que ça à répondre. Je finis. Mais tous les deux, je vous prends. Il n'y a aucun problème. Alors moi, je suis responsable de ce que je dis. Tous les deux, mais je ne suis pas responsable. Attends, tu dis quoi? Tous les deux, c'est qui? Non, moi, parce que j'ai fait... tous les deux, je vous prends. Non, mais pour le moment, il y a quelqu'un qui parle. Toi aussi, je te prends. Donc, pour le coup,
Pour le coup, moi je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que les gens pensent. Donc je parle en connaissance de cause, je parle d'une certaine histoire qui a eu lieu. Visiblement, on n'est pas d'accord là-dessus. En temps normal, je ne me mélange jamais avec l'extrême droite. Je ne vous connaissais pas. Je suis allé voir effectivement ce que vous faisiez. Et je suis tombé sur votre profil Twitter, d'accord. Et là, je lis. En plus, vous likez. Vous avez liké ça. Donc, d'un de vos fans. Elle a un plateau d'Arabes en face d'elle, des islamistes. Car oui, la majorité des musulmans en France est islamiste. C'est une minorité qui ne l'est pas. Bon, ça, c'est là-dessus. Et ensuite, il y en a un autre qui dit et vous avez massacré les nôtres lors des attentats et vous massacrez les nôtres chaque jour. Pour en revenir à ce que vous me disiez vis-à-vis de Mme Lévy. Vous me parlez de attendez, non, mais c'est pas grave. Je viens vous faire une diatribe entière, vous allez répondre à rien, je suis juste d'extrême droite, c'est tout. Non, mais attendez, je suis en train de vous dire, vous me dites que j'ai agressé Mme Lévy. Mais vous me parlez de tweetos que je connais pas. Est-ce que je peux finir? Oui, allez-y. Répondez-lui à ce qu'elle... Bah oui, ça je réponds à ce qu'elle dit. Je suis en train de dire que vous me dites que j'ai agressé Mme Lévy. Je n'ai absolument pas agressé Mme Lévy. J'ai répondu justement à une attaque qu'elle dit en disant qu'elle stigmatise les musulmans qui sont tous antisémites. Elle n'a pas dit ça. Bien évidemment. Elle n'a pas dit ça une seule fois. Elle a dit que la majorité des actes... Et que vous le vouliez... Elle a dit que la majorité des fois où les juifs se sentaient en danger, ça provenait d'actes qui venaient de gens musulmans. Et après, elle a dit 3 fois pendant le plateau qu'elle répétait encore une fois que tous les musulmans n'étaient pas antisémites et loin de là. Non. C'était une minorité. Absolument pas, madame. Elle l'a dit. D'accord. Mais si, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est juste des faits. C'est factuel. Elle l'a dit. Vous n'avez répondu à aucun de mes arguments que je viens de vous exposer ce soir. Vous m'avez juste répondu que j'étais d'extrême droite et vous m'avez sorti des tweets de random là que personne. De random, c'est vous, c'est votre profil, madame. Mais c'est moi qui ai écrit ça, c'est moi qui ai écrit ça. J'ai pas dit que c'était vous qui avez écrit, vous avez liké. Donc voilà, c'est tout. Vous avez liké, donc moi je ne vous connaissais pas. Sur le reste, sur le reste, ça prouve qu'il y a des Algériens, des indigènes qui sont venus combattre. Oui, c'est parce que vous avez dit. Vous avez dit les musulmans ont sauvé la France pendant que les Français collaboraient. C'est ça que vous avez dit. Vous avez craché sur toute notre mémoire et tous nos morts. Non, madame, je n'ai pas craché seulement. Ça, c'est votre interprétation. Ce n'est pas la mienne. Je suis en train de vous dire qu'il y a effectivement des indigènes musulmans qui ont, au péril de leur vie, ont sauvé la France. Ça, jamais, tout simplement. Pas une seule fois. Laisse Moundir parler. Non, parce que Gilles voulait parler. Moundir, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis tout simplement que ceux qui rêvent qu'il y a une opposition entre les Juifs de France et les musulmans de France, c'est à eux de quitter la France, tout simplement. Pardon? Quoi? C'est aux Français de quitter la France? Non, je suis en train de dire ceux qui rêvent que les Juifs et les musulmans s'entretuent, c'est eux qui n'aiment pas la France, tout simplement. C'est pas la France que je connais. Mais qui rêve de ça? Mais vraiment, le problème, c'est que... à côté de la plaque. Je suis absolument pas à côté de la plaque. Je suis absolument pas à côté de la plaque. Vous répondez à ça, Julien? Mais je réponds qu'il me répond à rien, donc je ne sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Vous avez répondu à rien. J'ai jamais dit que je voulais que les Juifs et les musulmans s'entretuent. Non, mais moi, c'est moi qui vous dis ça. Il n'y avait pas de tirailleurs, qu'il n'y avait pas de combattants musulmans. Je les ai même cités. J'ai dit qu'il y en avait eu 100 000, mais que ce n'était donc pas la majorité, loin de là. J'ai jamais dit que c'était la majorité. Bah si, vous avez dit les musulmans ont sauvé la France. Mais alors, mais c'est pas forcément quand je dis que les musulmans. Bien évidemment, madame, est-ce que je peux finir à l'instant. Très bien. Et j'ai dit que vous n'aviez pas agressé David, mais vous avez je n'ai absolument pas agressé. J'ai été sur un ton courtois. Je n'ai absolument pas levé. En lui disant Dachau, alors Dachau, tu connais la juive. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Remettez. Lorsque je dis vous connaissez, parce que moi ça me parle Dachau. Et les camps de concentration, ça me parle. Mais je n'ai pas dit Dachau et tout ça. Si, Dachau, ça devrait vous rappeler quelque chose. Est-ce que Dachau, ça vous rappelle quelque chose? Parce que moi, ça me rappelle, tout simplement. Écoutez, si vous êtes fiers de vous, c'est tant mieux. Juste, vous comprenez les réactions qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des réactions, il y a eu des bonnes réactions, il y a eu des mauvaises réactions sur ce qui s'est passé hier. Sur la phrase d'Elisabeth Lévy? Non, de ce qui s'est passé hier. Bah oui, moi je comprends que j'ai été outrée. Ah oui? Bah oui, vraiment. Vous aviez tweeté là-dessus? Mais vraiment, j'étais mal à l'aise. Parce qu'en plus, elle est venue, je trouve, dans une démarche très honnête et sincère, où elle voulait vraiment faire part d'un mal-être. Et c'est le mal-être de la communauté juive en ce moment. La mienne était et son mal-être, il est justifié ou pas. Alors ça, je vous laisse l'apprécier. Moi, je pense que oui. Elle venait de visionner, mais 45 minutes d'horreur. Elle avait encore la main qui tremblait, ça se voyait. Et elle s'est fait traiter de tous les noms sur ce plateau de racistes, d'islamophobes, etc. J'avais dit qu'elle était raciste. Une inquiétude qui est d'ailleurs beaucoup partagée par les juifs qui s'exode. Par exemple, vous n'avez jamais dit non plus qu'au XXe siècle, il y a eu un exode de 800 000 juifs de tous les pays musulmans. Attendez, j'ai parlé 2 minutes, madame. Donc, j'ai parlé 2 minutes. Vous avez écrit une lettre, vous auriez pu le faire. Mais justement, donc je l'ai dit. Donc voilà, et non, mais pas du tout. Attendez, laissez-moi finir. Donc moi, j'ai que 2 minutes. Donc j'ai dit que ce que j'avais à dire, ce que j'ai dit était sincère, vrai. Tout simplement. À partir du moment où effectivement, il se passe des choses en France. Pourquoi tu rigoles, frère?
C'est lui, Raymond sort. Ouais, j'ai fait quoi? Tu sors. Moi, j'ai rien fait. Allez, sors. Oui, allez, vas-y, Moundir. Non, laisse tomber. Non, mais vas-y. Non, c'est bon. Non, mais laissez pas. Non, mais c'est bon. Vas-y, Moundir, vas-y. Sinon, il y a Gilles qui voulait parler. Vas-y, vous vous sentez mal aussi. Non, pas du tout. Je me sens un peu. Non, je suis très bien. Non, je vous rassure. Je suis très très bien. Je suis très bien. J'assume ce que j'ai dit. J'assume ce que je dis totalement. Et ce que je dis encore. Rien. J'ai répondu de ce que je dis. Alors, Moundir, allez-y, répondez-lui. Je suis en train de lui répondre. Plus tard, tu me dis réponds-lui. J'assume ce que je dis et ce que j'ai fait. Donc vous assumez que les musulmans ont sauvé la France. Laissez-le parler. Totalement, une partie des musulmans indigènes ont sauvé, bien évidemment. Vous assumez donc. Mais non, mais ce que j'assume pas, madame, je ne vais pas vous répondre par oui ou par non, pour vous faire plaisir. Ce que j'assume pas, madame, c'est que vous êtes en train de dire que j'ai invictimisé Madame Lévy, alors que j'ai été courtois. En fait, vous savez, en parlant de victimes, il y a 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre, et on a l'impression... Ouais, il y en a 2160 millions, ouais. Il y a 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre, et si on vous écoute, on a l'impression que les victimes, c'est les musulmans. Non, vous ne trouvez pas ça un peu c'est votre bizarre interprétation. Mais vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Vous aimeriez que je dise ça? Hier, vous nous avez fait à mi-larmes, enfin c'était des larmes. À mi-larmes, vous étiez là en train de nous expliquer comment les musulmans étaient des héros et des victimes. Julia, si je peux me permettre de parler pour Moundir. Moundir, en fait, ce qu'il voulait dire, je pense, hier, et ce qu'il veut dire aujourd'hui, c'est que lui, il ne veut pas que comme l'a dit Gérald Darmanin, que le conflit s'exporte ici, et que lui, il n'a pas envie que ce soit la guerre entre les musulmans, les juifs, entre ses potes, entre sa famille, puisqu'il a de la famille. C'est ce qu'a voulu dire Moundir. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. C'est pour ça que je dis ceux qui veulent opposer... C'est ça que je voulais dire? Bien évidemment, et ceux qui veulent opposer les juifs de France et les musulmans de France... Non, madame. Pardonnez-moi. Mais bien évidemment, ce qui se passe actuellement, et de toute humilité, ce qui se passe actuellement, on veut opposer deux communautés qui s'entendent très très bien. Si, madame, vous n'êtes pas sur le terrain, on s'entend très très bien. On s'entend très très bien. Il faut voyager un petit peu et vous verrez. On voyager un petit peu. Très bien en tout cas. On s'entend où? En Palestine, en Israël, ils s'entendent pas très bien. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a que des musulmans en Israël et en Palestine. Ça me fait que du mal de ne pas nommer les choses. Arrêtez de dire qu'ils s'entendent très bien. Je ne sais pas où vous étiez, mais moi ici j'ai dénoncé. Et je fais du terrain également. C'est la moindre des choses. Je ne vais pas vous dire bravo, c'est la moindre des choses. Mais je ne suis pas en train de vous dire bravo. Alors Bon, alors. Mais arrêtez de me dire qu'il n'y a aucun problème entre les juifs et les musulmans en ce moment. Enfin, ça relève vraiment de... Il y a un grave problème à Gaza et en Israël. Et ici, non, pas du tout. Donc les 1500 actes depuis le... Je ne suis pas en train de légitimité. Il y a des actes et il faut les condamner et il faut les punir. Mais maintenant, l'ensemble des juifs français et l'ensemble des musulmans français s'entendent très très bien. Moundir, sur la phrase d'hier, tu te sens pas mal à l'aise? Sur laquelle? Le fait de dire à Elisabeth Lévy Dachau, demander à quelqu'un s'il connaît Gestapo et la Gestapo et Dachau. Juste cette phrase-là, est-ce que c'est quelque chose qui... Alors je te réponds. Ouais. Parce que tu me fais le même coup qu'avec l'imam. Lorsque je dis à Elisabeth Lévy, Madame Lévy, Elisabeth Lévy, lorsque je lui dis est-ce que Dachau ça vous parle, c'est parce que ça me parle. D'accord? Voilà. Je pense que ça lui parle beaucoup aussi, quand on s'appelle... Mais là, ça me parle. Mais là, effectivement, toi, tu viens de hausser la tête. Ça prouve que, finalement, tu ne me crois pas. Mais je suis en train de te dire, quand je parle de Dachau, ça me parle, et des camps de la mort, ça me parle. Non, mais je ne dis pas que ça ne te parle pas. Non, mais moi, c'était ça. Quand je dis, est-ce que ça vous parle? Parce que j'aurais pu lui dire... Attends, Jacques, c'est que c'est pas très avant de dire ça à Elisabeth Lévy. C'est ça, Jacques, j'aurais pu dire, ça me parle... Est-ce que ça vous parle comme moi, ça me parle? C'est peut-être ça t'aurait arrangé, c'est ça? Ah ben, le dire comme ça n'a rien à voir. Voilà. Donc c'est ça comme ça que je voulais dire. Daniel, très bien. Souffle un peu depuis tout à l'heure, pourquoi? Non, j'ai juste soufflé parce que je me suis dit, mince, il part très très mal. L'accuser tout de suite d'extrême droite avec ce qu'elle a dit, avec beaucoup de vérité. Voilà, c'est pour ça. Oui, donc si tu l'as mal pris, excuse-moi. Non, pas de souci. Je l'ai pas mal pris sur le fait. En revanche, je trouve que tu as été prêt. Je crois en ta sincérité. Il n'y a pas de problème. Je pense que hier, ce que tu as fait, c'est exactement ce que tu reprochais à Elisabeth Lévy, qui pose un vrai problème, ça se discute, mais elle pose un vrai problème en disant qu'il y a un problème d'antisémitisme avec les musulmans. Il n'y a pas que les néo-nazis de la Seconde Guerre mondiale et Jean-Marie Le Pen qui posent un problème en ce moment d'antisémitisme. C'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. Elle a choqué hier, mais c'était bien qu'elle choque. Et toi, tu lui disais qu'elle globalisait et que tous les musulmans étaient antisémites. Et là, tu fais exactement pareil dans ta lettre. Tu as fait exactement pareil. Nous, musulmans, on a sauvé la France pendant que la majorité des Français collaboraient. Tu fais exactement la même chose que ce que tu reproches à Elisabeth Lévy. J'ai été à l'inverse. Quand je dis nous, musulmans, on s'excuse, c'est justement pour dire que tous les musulmans en France ne sont pas antisémites. Et la France n'est pas tombée en 3 jours. Pardon? La France n'est pas tombée en 3 jours. Ni en 4.
D'accord, mais vous avez dit la France est tombée en 3 jours. D'accord, mais ni en 4. Et le blitzkrieg, c'est juste une guerre rapide, en 3 jours. Oui, c'est une guerre rapide, c'est une action militaire, mais la France n'est pas tombée en 3 jours. Peu importe. D'accord. La drôle de guerre, elle a duré 8 mois. Enfin, voilà. Donc, non, mais en tout cas, ça ne fait pas des musulmans. Ça ne fait pas des Français de confession musulmane qui ne sont pas antisémites. Il y a rien à retenir de vrai dans tout ce que vous avez dit de toute votre diatribe d'hier. Et pourtant. Pourtant, vous l'aviez écrite. Et pourtant. Vous l'aviez écrite. Et pourtant. Vous voyez, moi, j'ai même pas de notes. Il y a un élément qui est vrai, c'est que la grande mosquée de Paris a sauvé 1732 juifs. Il y a 7 imams, oui, mais 1732 juifs pendant 4 ans. D'ailleurs, je ne suis pas en train d'essayer de minimiser les bonnes actions des musulmans qui sont morts pour la France ou qui se sont battus avec vérité pour la France. Mais c'est pas du tout mon projet. Par contre, vous, vous avez effacé tout ce qu'on fait. Non, madame, j'ai un profond respect. J'ai un profond respect pour la résistance et j'ai un profond respect pour tous ceux qui sont morts et pour tous ceux qui sont morts sur la France et pour ceux qui sont morts sur la France. Qu'est-ce qui se passe, Juliette? J'ai dit sur les plaques commémoratives dans les villages, il n'y a pas écrit Moundir 100 fois. Vous êtes bête ou quoi? Eh ben vraiment, non, je suis pas bête. Si je vous dis, vous avez les musulmans ont sauvé la France. Bah moi, je vois pas beaucoup de Moundir. Ah ben d'accord. Encore une fois. Vous en déplaise alors. Donc redescendons. Et il ne s'agit pas encore une fois de minimiser les actes héroïques des musulmans qui sont morts pour la France. Je ne minimise pas héroïque. J'ai justement dit. Pas du tout, madame. Pas du tout. Pourquoi votre histoire? Mais votre histoire, c'est la mienne. Ça va pas bien. Votre histoire, c'est mon histoire aussi. Franchement. Voilà, c'était abject, je vous le dis, c'était abject. Et ça a vraiment, ça a choqué tout le monde. Et moi, j'avais la gorge nouée, j'en étais mal à l'aise. Vous ne représentez pas tout le monde. Vous ne représentez pas tout le monde. Elle savait même pas quoi dire. Non, mais ne parlez pas à sa place, s'il vous plaît. Ne parlez pas à sa place. Franchement, vous lui devez des excuses. Gilles, jamais de dire un truc. Non, mais je suis un peu dégoûté par madame, mais respectueusement, parce qu'on prend un cours d'histoire de votre part qui émane effectivement d'une partie de l'extrême droite qui est extrêmement vindicatif contre les musulmans. Et d'autre part, la seule erreur de Moundir, ce sont les chiffres que vous avez repris. D'accord. Mais là, vous êtes en train de faire ce que fait Madame Lévy. Non, mais vous êtes en train de faire ce que fait Madame Lévy. C'est-à-dire qu'en fait, vous minorez totalement le rôle des musulmans pendant la guerre. Vous êtes en train d'effacer, vous, l'histoire des musulmans en France. Mais si, c'est ce que vous faites. Vous savez très bien que derrière l'habileté de votre... J'ai même pas dit un mot. J'ai même pas dit un mot. Derrière l'habileté de votre rhétorique, il y a... Les 100 000 musulmans, on les efface. Les Marocains qui ont libéré la Corse en 1943, on s'en fout. Vous êtes en train de balayer l'apport et l'impact des musulmans en France au nom de vos croyances. Et ça, c'est dégueulasse. Ce que vous faites à Moundir, c'est dégueulasse. J'ai dit l'inverse. C'est pas bien. Non, ça c'est faux. Je l'ai répété au moins 3 fois. Il ne s'agit absolument pas de minorer les actes héroïques de tous ces musulmans qui sont morts pour la France. Répétez 3 fois. Et là, vous me dites, vous minorez. Ok, bon, alors, en fait, j'ai rien à vous dire. Monsieur, oui, parce que vous niez que sur les musulmans en France. D'extrême droite, j'ai juste dit ma vérité et une vérité en fait factuelle, parce que contrairement à monsieur, je connais mon histoire. Et puis c'est tout quoi. En fait, j'ai rien dit d'extrême droite. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à part ça? Mais tout est faux dans ce qu'elle dit, Cyril. Elle manipule tout. Elle prend 3 chiffres. Mais si, c'est vrai. C'est une phraséologie d'extrême droite. Elle va dire bientôt. Elle a minimisé totalement le rôle des Alliés pendant la libération. C'est-à-dire que pour vous, ce sont les Français qui sont révoltés contre l'Allemagne. Les Alliés. Vous avez cité les chiffres des collaborationnistes. 100 000, on est d'accord, entre 2 et 5 %. Mais ce sont les Alliés qui nous ont sauvés. Mais si, mais vous savez très bien, vous réécrivez l'histoire à l'aune de vos croyances. C'est pas les musulmans qui nous ont sauvés non plus. Enfin bref, c'est que. Mais c'est pas plus les musulmans que les non-musulmans, mais c'est pas moins les musulmans. Tu te trompes sur un point, c'est que c'est les réseaux catholiques qui étaient les plus puissants en matière de résistance et qui ont organisé une partie de la résistance. Les communistes, évidemment, mais le réseau catholique via les diocèses, via tout ce qui était en place, les écoles, les religieux, etc. Bien plus que d'autres confessions. Ça, c'est une réalité. Dire pour finir. Non, mais pour finir, voilà, moi je suis venue dire ma vérité, défendre Elisabeth Lévy aussi, parce que vraiment, j'ai été touchée. J'ai été touchée par le traitement qu'elle a reçu ici, et j'ai trouvé totalement injuste. Qui lui a manqué de respect ici voilà. Et donc, pour Cyril, attends. Qui lui a manqué de respect ici? Mais toi, t'étais là. Personne. Qui lui a manqué de respect ici? Alors, je vais vous dire. Qui lui a manqué de respect? Nous, quand on était sur le plateau, on l'a pas senti comme ça. Mais a priori, ce qui a été ressenti, c'est qu'il y avait une meute contre elle, contre Elisabeth Lévy. Ce qui était ressorti entre vous. Ceux qui étaient contre elle qui ont parlé. Exactement, c'est ça. Parce que Elisabeth, elle est tellement, mine de rien, elle est tellement forte que je me suis dit, voilà. Elle s'est pris islamophobe et raciste dans la tête quand même. Voilà, donc Elisabeth jamais dit qu'elle était islamophobe. toute seule. J'ai jamais dit qu'elle était raciste. Il y a eu l'impression qu'il y avait que des gens qui étaient contre Elisabeth Lévy. Mais comme j'ai fait parler que ceux qui étaient contre Elisabeth Lévy, parce que forcément, Elisabeth Lévy, elle sait se défendre toute seule, forcément, ça a donné l'impression d'un plateau hostile contre elle.
juste, je devais faire un dîner avec mon copain, justement. Donc, j'étais juste partie acheter ce que je devais justement cuisiner, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée, j'étais au Monoprix dans le 17e, donc à 10 minutes à pied de chez moi, qui est aussi entre l'agression qui s'était passée juste avant. Marcher seul, tranquille. Marcher seul, tranquille, j'avais même pas mes écouteurs. Et en fait, juste, j'ai ouvert mon hall de chez moi. Alors, est-ce que vous vous sentiez suivi? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, j'ai rien entendu. Vraiment, rien du tout. Vous ne sentez pas du tout suivi. Vous revenez des courses, vous avez des paquets dans J'avais juste un petit sac Monoprix et une bouteille de vin. D'accord. Donc vous aviez un petit dîner, vous prépariez un petit dîner. Donc on est dans le 8e arrondissement de Paris, qui est assez fréquenté en plus, avec beaucoup de passages. Hein. C'est ça qui est... Exactement. Il y a énormément de monde. Il y avait énormément de monde dans les rues. Après, ma rue est assez calme, donc comme c'était le 11 novembre aussi, peut-être que les personnes étaient parties en week-end, mais je pense que... Enfin, oui. Donc là, vous sentez rien de particulier. Vous rentrez donc dans votre hall d'immeuble. Vous faites un code, vous avez un code ou bien Oui, justement, j'ai fait le code et juste la porte est très très lourde à ouvrir et se referme très lentement. D'accord. Et j'étais en train de marcher et j'ai senti quelque chose qui m'a fait plaquer au sol. Ah, donc en fait, vous rentrez et vous sentez tout de suite que vous êtes plaqué au sol. Exactement. Et là, je me fais attraper justement et couper la respiration. Donc, je comprends pas trop ce qui se passe au début. Et après, pendant 10 minutes, vraiment, je me débat, je crie, personne m'entend. Alors, vous êtes là, vous êtes dans le hall d'immeuble. Vous sentez donc quelqu'un, vous arrivez à vous retourner, vous voyez la personne? Pas du tout, parce que c'était une personne quand même qui était assez forte. Je pense qu'il faisait au moins 1m85, assez costaud, avec une capuche en plus, donc j'ai rien vu au début. Et qui vraiment m'a grippé le visage comme ça. Il vous a grippé le visage, il vous étrangle? Il m'étrangle, il m'étouffe. Il me coupe la respiration aussi. Donc vous êtes à terre? À terre, du coup, oui. Il était au-dessus de moi. Vous essayez de crier, vous arrivez à crier quand même ou pas? Au début, j'arrive à crier, sauf que je vois que je m'étouffe, entre guillemets, de plus en plus. Donc, juste, je me dis que c'est un peu compliqué. Et puis, en plus, il me fait des menaces de mort. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit, je vais te tuer. Chut, tais-toi, je vais te tuer. Il vous dit ce qu'il veut tout de suite ou pas du tout? Au début, non. Pensez à quoi au début? Pensez à quoi? Parce que là, je me dis, vous rentrez de course, vous vous retrouvez plaqué au sol, agressé. Vous pensez à quoi à ce moment-là? Vous dites c'est quoi? Vous dites il veut quoi? Au début, je me dis qu'il veut juste me voler, entre guillemets, et que il va juste prendre mon sac et mon téléphone et que ça s'en finira. Et en fait, au final, il commence à me dire qu'il veut plus. Il vous dit quoi? Il me dit tu vas faire ce que je te dis maintenant et tu vas arrêter de crier. Et du coup, je vais te baiser. Là, monsieur, on ne va pas rentrer dans les détails. Bien sûr. Bien sûr. Donc là, il arrive à ses fins. Du coup, en fait, j'essaye de me débattre pendant une dizaine de minutes. Je vois que c'est un peu peine perdue et que pour sauver ma peau, le seul moyen, c'était que justement, je fasse ce qu'ils veulent. Donc, justement, pendant 20 minutes après, il y a eu viol. Et pendant ce temps-là, en fait, je me suis un peu dissociée de mon corps et je me suis dit, il faut que je trouve toutes les solutions possibles pour pouvoir, en tout cas, partir et juste quitter cet endroit, quoi. Ce cauchemar, il dure 20 minutes? 30 minutes. 30 minutes, mais personne ne rentre et ne sort de l'immeuble? Non, et là, vous voyez, ça fait que 10 minutes qu'on se parle et c'est toujours pas fini le viol. Non, mais je vous jure, c'est incroyable. Donc, personne ne rentre ni ne sort de l'immeuble pendant ces 30 minutes? Non. Vous ne criez plus, à un moment Je crie plus parce que je sais que, je sais pas pourquoi, je sentais qu'il avait peut-être une arme sur lui. J'ai entendu des bruits, un peu de métal. Et je me suis juste dit, ok, sauve ta peau. Et en attendant qu'il y ait quelqu'un qui arrive, fais ce qu'il dit. Vous aviez peur de le frapper, de trop crier? À un moment, vous vous êtes dit, ça va être pire? Exactement. Je me suis dit que juste, il fallait mieux rien dire il était où, votre copain, à ce moment-là? Il était chez lui, il était censé arriver l'heure d'après, quoi. Et donc là, ce qui est fou, je vous dis, c'est incroyable. Pendant une demi-heure, personne qui rentre dans le hall de l'immeuble. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Vous dites la seule manière de m'en sortir, c'est quoi? Parce que est-ce que vous vous dites il va me tuer, ou est-ce que vous dites non, je vais faire ce qu'il me dit et peut-être qu'il va partir après? Non, je pensais qu'après qu'il ait eu ses fins aussi, qu'il littéralement me tue. Donc je me suis dit qu'en fait j'allais attendre le moment où il était capable de, entre guillemets, lâcher prise pour pouvoir justement partir et m'échapper. Alors justement,
Qu'est-ce qui se passe? Parce que comment... qu'est-ce qu'il vous dit quand il s'en va? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quand vous sentez que bon, il va partir et que vous allez survivre à ce drame? Du coup, en fait, il y a une voisine qui descend de l'immeuble et qui ouvre la porte et qui nous voit. Et moi, en fait, le moment où il tourne la tête, je savais très bien où était mon sac et mon téléphone. Et je me suis dit, j'ai besoin de mon téléphone pour appeler la police, j'ai besoin de mon sac pour rentrer chez moi. Donc, je cours vers mon sac et mon téléphone pour les récupérer. Et juste, je vais derrière la voisine. Et lui, à ce moment-là, part en la fuite. Là, vous êtes dans quel état à ce moment-là? Avec la voisine, avec... Dans un état, j'avais plein de sang sur moi aussi, parce que du coup, j'avais une bouteille de vin qui s'est éclatée par terre, donc j'ai essayé de me débattre, d'où le pansement là, où j'ai dû me faire opérer, etc. après en plus. Et en fait, ce qui s'est passé, juste, j'ai commencé à dire à la voisine que je me faisais violer, je pleurais. Excusez-moi, parce qu'on n'a pas entendu. Juste que je me faisais violer, du coup. Et au début, elle ne comprenait pas. Et en fait, son seul objectif, c'était de prendre son Uber pour partir en voyage. Sur quoi? Elle vous dit quoi, la voisine? Parce que c'est incroyable, ça aussi. Écoutez, vous lui dites, je viens de me faire violer. Vous êtes dans un état, vous saignez, vous êtes dans un état forcément de choc incroyable. Et elle vous dit, elle vous prend pour une folle? Elle dit quoi? Au début, elle croyait que c'était juste une scène d'amour. Ah ouais. Et j'étais là, non, vous voyez bien que je suis à moitié nue, ça va pas du tout en fait. Je commence à pleurer du coup elle me donne juste son numéro pour, entre guillemets, que je l'appelle après. Elle a été vraiment sur son Uber et elle voulait absolument prendre son Uber. Donc elle m'a juste laissé son numéro, elle m'a dit de prendre de la vitamine D aussi. Oh. Et après... Inserviable. C'est fou. Mais est-ce que vous avez vu l'individu à un moment? Est-ce que vous avez pu le voir? Il ressemblait à quoi? Donc vous avez dit grand, parce que maintenant il a été arrêté, mais est-ce que vous avez pu voir son visage à un moment ou pas du tout? Justement, j'ai fait en sorte d'analyser tout pour pouvoir repérer le plus d'éléments possible. Et oui, j'ai analysé qu'il avait une griffure sur le visage et qu'il mesurait tant de mètres, corpulence, etc., les vêtements. C'est-à-dire que quand vous viviez ce cauchemar, vous pensiez à tout ça, vous dites qu'il faut que j'ai le plus d'éléments possibles pour pouvoir ensuite qu'on puisse appréhender cet individu. Exactement. En plus, il m'avait dit qu'il me disait des choses comme quoi j'allais rien dire à personne et que j'allais me taire. Sinon, ça allait être encore plus grave après. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Parce que les minutes sont des heures, forcément. Au bout de 30 minutes, votre agresseur part. Bien sûr, vous êtes soulagé, mais à quoi vous pensez à ce moment-là? Je me dis ouf, déjà. D'accord. Et premier réflexe, c'est du coup la voisine qui me laisse comme ça. Donc là, vous vous retrouvez seule dans le hall? Seule, et puis en fait, je rentre dans mon appartement, du coup. Ouais. Et je m'enferme à double tour. Ouais. Et premier réflexe, c'est j'appelle mon copain pour qu'il vienne le plus rapidement possible. Vous dites quoi, votre copain? Parce que là, vous êtes quoi? Vous l'appelez, vous êtes dans quel état? Vous criez, vous lui dites il m'est arrivé une horreur? Juste, il m'est arrivé quelque chose de très grave, viens tout de suite, je viens de me faire violer, quoi, et agresser. Il vous dit quoi? Il me dit ok, j'arrive, mais il ne comprend pas forcément ce qui se passe. Donc, Et là, quand il arrive, il vous trouve? En attendant, j'avais déjà appelé la police, etc., qui était déjà sur place, donc le temps qu'il arrive, c'est déjà bien encadré, etc. Mais, ouais. Donc vous appelez la police? J'appelle la police qui arrive dans les 10 minutes qui suivent. Donc franchement, la police a été incroyable. Bravo à eux encore. Et ils l'ont interpellé très vite après d'ailleurs aussi. Ouais. Exactement. Et donc la police, vous... Police très bien encadrée, ça a duré plus de 72 heures entre retour chez les médecins, les tests, etc., chez l'UMJ, en même temps la police judiciaire, la déposition, etc. Mais non, ils ont vraiment été très forts là-dessus. Et en plus, comme ils l'ont retrouvé, juste parfait. Vous êtes donc opéré le lendemain parce que vous êtes débattu, vous êtes blessé au doigt à cause de votre bouteille de vin. Aujourd'hui, on est 5 jours après ce terrible drame. Vous êtes dans quel état? Parce qu'on trouve que je trouve que vous êtes très forte et vraiment que vous arrivez à en parler avec un détachement incroyable. Tout à l'heure, vous nous avez dit, en fait, j'ai essayé de sortir de mon corps. Est-ce que vous réalisez, après 5 jours ou pas encore? Je pense pas encore. C'est ça. Parce que je sais que c'est un peu mon inconscient qui parle, parce qu'il parle que quand je dors. Ouais. Et là, je fais des cauchemars, etc. Mais sinon, dans la vraie vie, je suis forte, je pleure pas. Vous n'arrivez plus à dormir? Non. Je suis obligée de prendre des somnifères. Vous pensez à quoi? Vous rêvez de quoi? Vous cauchemardez de quoi? Vous revoyez le visage de l'agresseur ou pas du tout?
Le visage, oui, et puis surtout l'agressement et le fait que je suis en train d'étouffer et de me faire tuer. Vous sortez plus seul, j'imagine? Non, j'ai beaucoup de mal. Voilà, aujourd'hui, vous regardez tout le temps derrière vous, vous êtes... Tout le temps, j'appelle tout le temps des gens quand je suis dehors. Je peux pas rentrer toute seule chez moi, je peux pas rester plus d'1 heure toute seule non plus, sinon je commence à repenser à ce qui s'est passé. Avec votre copain, il habite chez vous désormais? Pour le moment, oui, temporairement, du coup. Ah oui. Parce que un peu compliqué. Comment il a trouvé les mots aussi? Parce que il vous a dit quoi? Il m'a vraiment beaucoup rassurée et il a vraiment été là pour moi de A à Z. Il m'a accompagnée à tous les rendez-vous, etc. Mais après, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. C'est fait et on n'y est pour rien et c'est comme ça. Le lendemain, vous apprenez dans la presse que votre agresseur n'aurait pas dû être là, puisqu'il était sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Comment vous réagissez? Est-ce que ça vous énerve encore plus? Oui, forcément, ça m'énerve. Après, je pense qu'un viol, c'est pas forcément qu'un OQTF. Ça peut être n'importe qui. Mais c'est vrai que ça rajoute une colère en plus, en sachant que il était censé quitter le territoire et aujourd'hui, il a plutôt violé le territoire, entre guillemets. Donc, c'est assez énervant. Et je me dis que je suis pas la première et qu'il faudrait avoir vraiment des mesures un peu plus radicales pour pouvoir... Et il vous parlait beaucoup Un petit peu, oui. Il m'a demandé aussi de pouvoir rentrer chez moi. Ah oui. Donc j'aurais pu me faire séquestrer aussi s'il avait regardé un petit peu dans mon sac, les clés, etc. Et il aurait tellement pu. Vous lui disiez quoi quand il vous a dit « je veux rentrer chez toi » ? Je disais « non, j'ai mes parents qui habitent chez moi, c'est pas possible. » Très bien. Ouais, vous avez réussi à quand même à garder une lucidité pour pouvoir répondre des choses qui puissent peut-être vous sauver la vie. Vous avez pensé qu'à ça, à sauver votre vie à ce moment-là? Exactement. Claire, je crois que vous voulez dire aussi un mot sur les viols parce que qui sont trop souvent banalisés. Certains, vous dites, associent uniquement le viol à la pénétration. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Parce que votre histoire, voilà, elle a glacé tout le monde. C'est un témoignage très important parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Et vous aussi, vous ne voulez pas que ça se reproduise. Et c'est très courageux de votre part, Claire, d'être là ce soir. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je veux juste dire que en fait, le viol, pour recontextualiser, c'est un acte non consenti, pénétration, que ce soit pénétration orale ou juste digitale. Et juste que, en fait, même une main baladeuse, ça peut être considéré aussi comme un viol et qu'il faut un peu se remettre en question. Les hommes, ils ne sont pas permis de tout et les hommes aussi peuvent, ou les femmes, entre guillemets, tout le monde peut réaliser un viol. Et il y a beaucoup de femmes qui n'en parlent pas aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je prends la parole aujourd'hui, parce que j'ai envie de parler pour les femmes et de leur dire que il faut en parler. Il y a des numéros, il y a des associations. Et juste pouvoir se libérer. Vous pensez que vous allez pouvoir revivre normalement? Ou vous êtes inquiète de ça? Non, forcément, je suis inquiète. Ouais. Après, je pense qu'il faut démocratiser la chose. Et je vais essayer au maximum d'en parler pour pouvoir me libérer aussi. Ça vous fait du bien d'en parler? Bien sûr. Vous y pensez tout le temps? C'est un peu le sujet d'actualité de tous les jours, ouais, donc j'essaye. 5 jours après, est-ce que vous avez pour vous déjà évolué? Est-ce que vous avez déjà évolué dans votre vie de tous les jours? Ou est-ce que vous êtes toujours dans le même état? Ou est-ce que vous ne dites pas peut-être que je vais avoir une très grosse redescente dans quelques jours? Je pense qu'en fait, le viol, c'est pendant l'acte et c'est aussi après l'acte. Ouais. Et apparemment, c'est le plus dur après, même 6 mois après, c'est encore pire. Ouais. Parce qu'on se sent de plus en plus seul. Il y a beaucoup moins de gens qui nous entourent aussi. Les gens autour oublient. Bien sûr, ouais. Et moi, j'espère que ça va aller mieux, mais c'est vrai que... Vous en voulez à qui aujourd'hui? En soi, peut-être à la justice qui n'a pas fait son travail pour ça, en tout cas. À l'État aussi, parce qu'il aurait dû être renvoyé. Après, est-ce que je peux en vouloir à quelqu'un particulièrement? Oui, à l'agresseur, sûrement. Bien sûr. Quand vous avez appris qu'il avait été arrêté, vous avez été soulagé? Bien sûr, heureusement. Vraiment, ouais, vous êtes dit... On fait quoi? Oui, et puis en plus, on se sent pas forcément... je me sens moins seule, parce que du coup, la fille qui était avant moi aussi, a vécu la même chose. Vous êtes parlé? Oui, on s'est parlé. Et c'est important, ça aussi. C'est très important, parce qu'on se sent soudés, du coup. Donc, exactement.